Donc, nous allons écouter avec un peu d'avance, pour le coup, Estelle Blanquet, qui donc travaille au laboratoire Culture, Éducation, Société de Bordeaux et à l'INSPE. Alors, l'INSPE, pour les non-français, ce sont les instituts qui forment les enseignants en France. Voilà. Et Estelle va donc nous parler des bandes dessinées et illustrations de science-fiction, des outils pour former les professeurs des écoles en astronomie et développer leur compréhension du principe de relativité. Estelle, la parole est à vous. Je vous ferai un petit signe 5 minutes avant, donc vous avez 25 minutes. Alors en temps normal, ce serait un petit signe discret, là ce sera un petit peu intrusif, j'en ai peur. Mais voilà, vers 5 minutes avant, c'est-à-dire vers 9h15, je vous ferai un petit signe pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes. Et ensuite, on aura 5 minutes de questions. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous et puis bonne année déjà, parce que c'est encore le moment pour le faire. Donc, effectivement, je m'appelle Estelle Blanquet, je suis didacticienne des sciences à l'Université de Bordeaux. Et cette communication, eh bien, je la présente au nom d'Éric Pichol et de Marie-Laure Saunier également, Marie-Laure est à l'INSPE avec moi et Éric Pichol travaille au CNRS, au laboratoire Infini. Alors, avant de vous montrer euh, comment nous utilisons la bande dessinée et des illustrations pour enseigner, pour former, je dirais, les professeurs des écoles en astronomie, je vais commencer par vous donner un peu un état des lieux et vous faire un peu de contexte, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant de la façon dont on forme les professeurs des écoles aujourd'hui. Alors, un premier élément dont il faut tenir compte, c'est que les professeurs des écoles ont souvent des bases fragiles. 86% d'entre eux proviennent de filières non scientifiques. Et ça donne également des étudiants de master MEF, donc on est en master M1, M2, qu'on appelle le MEF pour la formation des professeurs des écoles, avec une compréhension limitée. Ils ont une compréhension limitée souvent des contenus, des démarches et de la façon dont les connaissances en sciences se construisent. Et puis, par ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard, 84% de ces professeurs des écoles et futurs professeurs des écoles sont des femmes. Alors, quand on parle de base fragile, de quoi parle-t-on? Eh bien, avec Marie-Laure, nous avons sondé une partie de nos étudiants de M1MEF que nous avions en cours cette année sur un questionnaire qui est un questionnaire américain à la base sur les phases de la Lune. Et comme vous pouvez le voir, même si moi je ne le vois pas parce que ma présentation ne me permet pas de le faire, le pourcentage de bonnes réponses est relativement faible. Sur la plupart des questions, au moins la moitié des étudiants échouent à répondre correctement, sachant que c'est un QCM. Et en moyenne, vous voyez, les scores sur les 15 questions posées sont de l'ordre de 6 questions correctes. À ce questionnaire, nous avons associé un autre questionnaire, qui est un questionnaire qui a été construit par la Société française de physique. Là, on a un panel plus important de nos étudiants de M1. Qui montre la même chose, c'est-à-dire que sur d'autres questions, d'autres types de questions, vous voyez, la compréhension par les étudiants est relativement limitée. On a encore un score relativement faible de la moitié des étudiants qui parviennent à répondre correctement aux questions. Alors ça, qu'est-ce que ça montre fondamentalement? Eh bien, ça montre que des méprises courantes en termes de compréhension de l'astronomie sont encore à l'œuvre chez nos étudiants. On parle d'obstacles épistémologiques en didactique. Ce sont des obstacles classiques identifiés depuis très longtemps par les didacticiens, typiquement l'explication des phases de la Lune par l'onde portée de la Terre sur la Lune, l'explication du phénomène des saisons par la variation de la distance Terre-Soleil, ou l'équivalence entre l'observation d'une seule phase de la Lune pour un observateur terrestre et l'absence de mouvement de rotation de la Lune sur elle-même. Donc, ce qu'on montre, c'est que ces obstacles-là n'ont pas été dépassés par une grande partie de nos étudiants. Si on regarde maintenant la question de la relativité du mouvement, on trouve des choses assez intéressantes qui sont connues également, à savoir que la façon de répondre à une question dépend aussi du contexte dans lequel la question a été posée. Si on pose à nos étudiants une question portant sur
la compréhension de la description du mouvement sur un manège. On a un enfant qui est sur un manège, on a sa mère qui est assise sur un banc qui le voit tourner. Par rapport à l'enfant, ce n'est pas le manège qui tourne, mais c'est sa mère. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Vous voyez, ils sont assez peu à être d'accord, mais tout de même 42%. Alors, j'avais fait un petit montage que la plupart des enseignants de lycée, en tout cas, font faire à leurs élèves pour leur montrer le passage d'un référentiel à un autre référentiel. Ce dispositif-là, en tout cas, d'un point de vue technique, la difficulté n'est pas différente, elle est la même lorsqu'on remplace l'enfant par la Terre et la maman par le Soleil. Et si on leur pose cette question maintenant, dans le cadre astronomique, avec une personne qui observe le déplacement du Soleil dans le ciel, des ombres au cours d'un bâton au cours de la journée dans sa cour et qui soutient que le Soleil tourne autour de la Terre en 24 heures, que lui répondez-vous? Eh bien là, très peu mobilisent la notion d'observateur ou de référentiel, et seuls 2 sur 280 parviennent à dire que ça dépend de l'endroit d'où on regarde les choses. Alors là encore, ce sont des difficultés identifiées depuis très longtemps. Une des premières à avoir fait ça en France, c'est Lipsentiel, qui avait identifié des problèmes techniques relatifs au passage de la description du mouvement d'un référentiel à la description du mouvement dans un autre référentiel. Puis on a également des difficultés d'ordre conceptuel qui consistent à accepter l'égale légitimité de différents points de vue. Et dans le contexte Terre-Soleil, on rajoute une difficulté supplémentaire qui est l'existence d'une pression paradigmatique copernicienne forte, évidemment. C'est le Soleil qui tourne autour de la... Enfin, c'est la Terre, excusez-moi, qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Alors, avec ces difficultés identifiées chez nos étudiants, que fait-on? Parce que au-delà de ces difficultés, ils doivent enseigner l'astronomie à l'école, ils doivent avoir compris un minimum de choses sur la notion d'observateur, le rôle de la position de l'observateur sur la caractérisation du mouvement et sur la description du mouvement. Dès le cycle 2, on travaille sur les phénomènes de lunaison et de saison, et puis on continue au cycle 3 avec la description des mouvements de la Terre. Alors, cette présentation, ce slide est un peu chargé, mais tout ça pour dire qu'on a vraiment des exigences importantes au niveau des étudiants, au niveau des enseignants, sur la formation à l'astronomie, sur le programme au niveau d'école primaire. On a des étudiants qui ont de grandes difficultés, on a un programme exigeant, ça veut dire qu'il faut, pour y parvenir, les former. Et là, on commence à rencontrer de sérieuses difficultés. Je vous donne juste l'exemple de la maquette MEF de l'Université de Bordeaux. Actuellement, nous avons en tout et pour tout, pour les 2 années de formation des étudiants, soit 36 heures de physique, soit 18 heures. Donc les étudiants ont le choix entre avoir 36 heures de physique, d'enseignement, de la formation à la physique-chimie, s'ils choisissent de faire les sciences en M1, et sinon, ils ont en tout et pour tout 18 heures. Alors avec des enjeux qui sont immenses, non seulement en termes de maîtrise des contenus, mais évidemment de compréhension de la démarche scientifique, des stratégies d'enseignement, des obstacles à l'apprentissage, etc., etc. On pourrait penser que ça ne peut pas être pire. Eh bien, si, ça y est, on y va. À partir de l'année prochaine, en tout et pour tout, la totalité, les étudiants auront 11 heures de formation à la physique-chimie sur l'ensemble de leur formation. Alors, quelques-uns qui choisiront l'épreuve écrite de sciences bénéficieront au total de 37 heures de physique. Donc là, la question se pose vraiment, et on n'a pas le choix, il faut faire des sacrifices. Qu'est-ce qu'on sacrifie en termes de formation? Alors, juste pour poser les choses très explicitement, si on prend une hypothèse de 50% du temps de formation consacré à la seule astronomie, ça veut dire 5-6 heures pour former les futurs enseignants, à la fois aux bases de l'astronomie et à son enseignement. Question que je pose, qui est question collective, avons-nous déjà renoncé à l'astronomie à l'école primaire? Alors, si on essaye de maintenir un esprit positif, ce qui est quand même l'objectif en ce début d'année, posons-nous les choses autrement. Que peut-on faire en 5-6 heures? En tout cas, si on fonctionne de la même façon qu'on a fonctionné avec ces élèves en collège-lycée, eh bien, vu leur réponse à l'entrée de formation, on a peu de chances d'être plus efficace. Il faut choisir d'autres stratégies.
Et là, cette difficulté-là, on n'est pas les premiers à être confrontés. On va remonter dans le temps, on va arriver sur Kepler. Kepler, lorsqu'il publie l'Astronomia Nova, qui est un ouvrage très lourd en mathématiques, se rend compte qu'il est très très peu compris de ses contemporains. À part une petite élite, personne ne comprend rien à ce qu'il fait. Et Kepler choisit une stratégie différente, qui est l'utilisation de la fiction. Et donc, il va produire un texte qui est le Songe, qui est un texte très court, dans lequel il va emmener ses lecteurs sur la Lune, puisqu'il projette son narrateur, son lecteur sur la Lune, en se disant la compréhension du passage d'un référentiel à un autre est complexe dans le cadre des mouvements Terre-Soleil, parce qu'il s'est miné d'un point de vue religieux. Passons sur la Lune, où là, il n'y a rien qui est dit. On extrait le lecteur de son monde habituel et on lui propose de réfléchir et de mettre en œuvre des fonctionnements cognitifs identiques à celui miné, en espérant que ça puisse faciliter la transition. Alors lui, son objectif, évidemment, c'était d'aider ses contemporains à passer du modèle de Ptolémée au modèle de Copernic. Cette approche-là, par extraction, est une approche identifiée par les théoriciens de la littérature. Là, je vous cite Darko Suvin, qui est un spécialiste de la littérature de science-fiction, et qui identifie cette technique d'extraction comme un moyen d'agir sur les processus cognitifs. On parle d'estrangement cognitif, l'idée étant que en se projetant dans un monde fictionnel, eh bien, on permet au lecteur, en l'occurrence, eh bien, de découvrir, de changer de point de vue et de découvrir un nouveau système normatif. Alors ça, ce sont des choses qui sont bien connues en littérature, et l'idée que nous avons eue, eh bien, c'est de les utiliser et d'en faire un outil pour l'enseignement de l'astronomie. Alors Kepler projette ses narrateurs sur la Lune, ses lecteurs sur la Lune. Nous avons choisi de faire de même en utilisant, non pas on aurait pu utiliser une œuvre littéraire, on a fait le choix d'une image de science-fiction de Manchu. Vous voyez la Terre dans un cadre. Et à partir de cette image, j'ai développé une séquence pédagogique pour permettre de travailler à la fois tout ce qui concerne les mouvements de la Lune, mais également l'égale légitimité de différents points de vue, en permettant aux étudiants et aux élèves, puisque c'est une séquence qui a été déjà mise en œuvre dans pas mal de classes, à la fois au niveau du primaire, du collège et du lycée, donc de naviguer entre différents points de vue, le point de vue terrestre et le point de vue lunaire. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Alors avant, excusez-moi, j'ai oublié de préciser que comme on a, vous vous souvenez, deux obstacles au niveau de la relativité du mouvement, un obstacle conceptuel, celui dont je viens de parler, avec la proposition de travailler sur Manchu, Kepler, et un autre obstacle qui est un obstacle technique, d'équivalence géométrique. On a deux séquences qui permettent de travailler ces obstacles. Donc la séquence sur Manchu, focalisée sur la légitimité, et la séquence pour établir l'équivalence géométrique qui elle, porte essentiellement sur les mouvements Terre-Soleil. Donc les résultats, quand on met en œuvre ces deux séquences, eh bien les voilà. Quand on fait uniquement la séquence 1, c'est-à-dire la séquence sur l'égale légitimité des mouvements dans le cadre du contexte Terre-Lune, et qu'on sonde les étudiants sur leur capacité à considérer le référentiel terrestre comme légitime pour décrire le mouvement du Soleil, ça ne marche pas. Pas d'évolution notable, ils restent au point où ils en étaient au départ. En revanche, quand on y rajoute la séquence sur l'équivalence géométrique avec une intervention courte sur l'histoire des idées, 40% des étudiants acceptent de considérer le référentiel terrestre comme légitime. Ça veut dire qu'on passe de 1% à 45%. Alors, ce n'est pas l'idéal, 45%, mais c'est mieux que 1% en tout cas. Et donc là, eh bien, ce qu'on a montré, enfin, ce que semblent montrer ces résultats, c'est qu'il est nécessaire d'installer l'équivalence géométrique pour relégitimer le référentiel terrestre. Notre problème, je pense, comme je passe vite, je suis désolée, c'est que 3 heures pour la première séquence, 4 heures pour la deuxième séquence, ça fait 7 heures. 7 heures, on ne les a pas. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut essayer de gagner du temps? Et c'est la question qu'on s'est posée là.
Est-ce qu'on peut gagner du temps? Typiquement, une animation pédagogique, c'est 3 heures, nous, on aura 5-6 heures. Et la solution, ce serait de proposer des alternatives légères au travail sur la géométrie, typiquement en utilisant, avec le même processus que pour Manchou, la bande dessinée et l'histoire des sciences. Et c'est ce que je vais vous montrer là rapidement, sachant que toutes ces deux séquences, on va les présenter plus longuement sur l'atelier de samedi après-midi. Donc la première, on va se proposer d'utiliser donc la bande dessinée Raon, Le secret du soleil, pour aider les étudiants à construire une équivalence géométrique sur l'alternance jour-nuit, le phénomène d'alternance jour-nuit, et puis on continuera sur l'histoire des sciences. Alors je vous montre rapidement, je vais vous proposer de vous mettre dans la tête de Raon à la chasse du soleil. Alors voilà, ça commence comme ça. On a Raon qui a un traumatisme d'enfance et qui, du coup, cherche à trouver la caverne du soleil. Mais il a un gros problème, c'est qu'il n'y arrive pas. Et pire que ça, et ça l'agace terriblement, tous les soirs, quand il se couche, il s'endort face au soleil, et quand il se réveille le matin, le soleil est derrière lui. Et ça, il ne comprend vraiment pas. Mais comme il n'est pas idiot, il se dit, je continue à avancer dans la direction où se trouvait le soleil quand je me suis couché le soir. Et donc, il vit comme ça un certain nombre d'aventures et se trouve à un moment tout en haut d'une petite île, et il domine absolument la situation. Donc, il voit à 360 degrés. Et là, il observe deux pirogues, une première pirogue pourchassée par une deuxième pirogue. Et surprise, il découvre à un moment que la pirogue des pourchassés se retrouve maintenant derrière la pirogue des pourchassants. Et là, ça fait tilt, et il se dit, mais effectivement, voilà pourquoi le soleil réapparaît derrière moi alors qu'il a disparu devant moi le matin. Et voilà sa réponse, le grand territoire des hommes et des bêtes serait semblable à cette terre, il serait rond comme un fruit, et le soleil tournerait autour sans jamais s'y poser. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer une caricature faite lors d'une précédente présentation de cette activité. Et là, si vous voulez, avec ce support, on peut faire travailler les élèves sur la modélisation, bien sûr, modélisation analogique, et construire avec eux eh bien, déjà le modèle géocentrique. Et une fois que ceci est fait, eh bien, on passe à un cours d'histoire des idées pour arriver à introduire la notion de relativité du mouvement. Donc voilà ce que nous avons fait avec Marie-Laure. Donc c'est Marie-Laure qui a mis en place cette séquence, cette suite de séquences dans ces classes pour le moment. Et je vous montre tout de suite, puisque le temps passe, les résultats que nous avons obtenus. Donc si vous regardez les résultats en termes de compréhension des phases de la Lune, les résultats sont très bons, puisqu'on passe de 6 questions correctes en moyenne sur 15 à 12 questions correctes sur 15, et on voit vraiment une évolution très nette des étudiants sur ces questions, ils ne se font plus piéger. Sur le questionnaire de la SFP, eh bien, on voit une augmentation sensible des résultats sur les questions sur lesquelles finalement les étudiants ont travaillé. En revanche, sur les questions sur lesquelles on n'a pas insisté, eh bien, les difficultés demeurent. Alors là, ce que je vous montre, c'est la stabilisation des résultats. À savoir qu'on a, les résultats sont tout frais. On a attendu 3 mois avant de reposer ces questions et d'autres questions aux étudiants pour voir ce qu'il en restait sur le long terme. Et donc, les résultats sont relativement stables. Et puis, si on regarde la compréhension de la relativité du mouvement, non plus avec des phénomènes de rotation mais de translation, vous voyez que les étudiants s'en sortent bien. En revanche, la description du mouvement par le voyageur est-elle meilleure, plus légitime que la description proposée par la vache? Là, on en a que 67% qui répondent non, en fait. Donc, on voit qu'il y a encore un peu de travail à faire. La compréhension du fait, la résistance à la réaction spontanée de dire que de la Lune, pardon, on voit la Terre se déplacer dans le ciel, et bien là, ça a chuté, hein, on est repassé à 50% de bonnes réponses. Par rapport à l'observation vue de la Terre, par contre, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qu'on a cherché à voir là, c'est après toutes ces questions, donc les étudiants ont d'abord ces questions, hein, c'était cette semaine en fait, et on leur a posé les questions, est-ce que c'est problématique
qu'un observateur sur la Terre voit la Lune se déplacer, alors qu'un observateur sur la Lune ne voit pas la Terre se déplacer dans le ciel. Donc là, ce n'est pas problématique pour 80% d'entre eux, donc on pourrait se dire qu'on est content. Mais malheureusement, quand on leur demande pourquoi, et bien là, c'est beaucoup moins satisfaisant. On n'a plus que 7 étudiants sur les 37 qui répondent en invoquant le choix par les 2 observateurs de référentiels différents. Je vous ai mis en dessous une citation d'un des élèves, d'un des étudiants en question. On leur a posé une autre question qui était, donc cette fois-ci, vous voyez, excusez-moi, je repasse sur la diapositive précédente. Donc là, on a dans la question les mots clés, entre guillemets, d'observateurs sûrs. Donc on jongle clairement et explicitement sur 2 observateurs, sur 2 endroits différents. On leur a posé la question autrement. Comment expliquez-vous qu'on voit le Soleil se déplacer dans le ciel en 12 heures environ sur la Terre, alors qu'il faut 14 jours pour se déplacer dans le ciel de la Lune? Et là, question ouverte, alors que toutes les autres questions ont été posées en explicitant la notion de référentiel avant, aucun étudiant ne mobilise la notion de référentiel spontanément. En revanche, on en a 10 qui justifient par une durée de rotation différente de la Terre et de la Lune. Donc vous voyez, on est parvenu à faire des choses, mais pas tout. Et si je reviens sur la question initialement posée sur les questionnaires SFP, la personne qui observe le déplacement du Soleil dans le ciel, que lui répondez-vous quand elle soutient que le Soleil tourne autour de la Terre? Eh bien là, 2 mois après le cours, alors on en a 9. Vous voyez, qui introduisent la notion de référentiel ou de point de vue. Donc ça, c'est un progrès. En revanche, on n'en a qu'un qui accepte l'égale légitimité des 2 points de vue. Voilà, donc en conclusion, puisqu'il est 9h15, on peut dire que ces approches, vous voyez, d'utiliser la fiction pour travailler avec les étudiants ou les élèves est une approche qui est efficace pour faire évoluer les connaissances de base en astronomie, mais qu'en revanche, quand on a remplacé la séquence sur l'équivalence géométrique par la séquence sur Aon et une narration d'évolution des idées, on n'est pas arrivé à avoir un score aussi efficace qu'en faisant la séquence sur l'équivalence géométrique. Alors, cela dit, ça permet à quand même 67% des étudiants interrogés d'accepter la légitimité de 2 référentiels différents dans un contexte non astronomique. Et puis dans un contexte astronomique, ça reste nettement plus difficile. La conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Pour former les étudiants, il faut du temps. Et si on ne décide pas à un moment de donner le temps nécessaire à la formation des étudiants, on prend le risque, d'une part, qu'ils n'évoluent pas, mais d'autre part, qu'ils transmettent les idées erronées qu'ils ont en tête à leurs élèves. C'est pas très nouveau ce que je vous dis, mais je pense que il faut le dire. Puis autre chose aussi, je vais revenir sur les 84% d'enseignants qui chez nous sont des femmes. On a des enseignantes qui, pour la plupart, vont se retrouver avec une confiance en elles pour enseigner les sciences extrêmement limitée, avec un temps de formation aussi court. Or, ces enseignantes sont des modèles pour les élèves. Et donc là, je passe sur un autre enjeu, mais en termes d'enjeux de culture scientifique et d'intérêt pour les sciences pour tous, avoir une maîtresse femme qui ne maîtrise pas les sciences, je pense que ça peut générer chez les élèves, les petites filles, en tout cas une représentation, une association d'idées sur le fait qu'être une maîtresse, être une femme et ne pas aimer les sciences, ou ne pas être à l'aise aux sciences, c'est peut-être lié aussi au genre. Donc je pense qu'en termes de lutte pour l'égalité homme-femme, fournir une formation scientifique de qualité à l'ensemble des futurs enseignants est un enjeu important. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Estelle, en plein dans les temps, j'ai même pas eu besoin de vous rappeler le temps qui passait. Merci donc. Je ne vois pas de questions spécifiques. Il y en a une qui est passée à un moment, mais c'était plus d'ordre général. C'était sur le fait de savoir si la formation en sciences en particulier se résumait à la formation initiale finalement. Est-ce que ce que vous faites, c'est le matin, est-ce que ça peut se faire en formation continue? Est-ce que vous le faites en formation continue? Oui. Alors oui, cette approche-là, elle travaille sur Manchou. En fait, j'ai commencé à le faire en formation continue, en fait.
Mhm. ce travail-là, pour convaincre justement des enseignants souvent réfractaires à l'enseignement en astronomie que Pierre Léna parlait de beauté, de plaisir, de curiosité. Typiquement, commencer à travailler avec une image, c'est quelque chose qui rassure et qui donne envie, parce qu'elle est belle, cette image. Ouais. Donc oui, c'est fait en formation continue également. Alors maintenant, sur la formation initiale, je viens de découvrir il y a quelques jours qu'on ne parlait plus de formation initiale, mais qu'on parlait de formation continuée. Puisque voilà, ça, ce sont le nouveau vocabulaire. Et en termes de formation continuée, si on commence en licence et qu'on regarde sur le poste des titulaires T1, T2, T3, actuellement, la priorité du ministère sur le T1, T2, T3, c'est de toute façon maths français. Comme sur la formation continue, il n'y a quasiment plus de formation continue en sciences, hein, ne nous voilons pas la face, hein, elle est quasi inexistante. Et sur les formations en licence, la plupart du temps, comme les INSPE n'ont pas la main sur les licences, puisque les INSPE, c'est juste les masters, eh bien, en fonction des universités, en fonction des jeux de pouvoir, j'ai envie de dire, eh bien, les sciences sont ou non existantes. Alors, il y a quelques universités où il y a des licences pluridisciplinaires, où là, les sciences ont leur place. Mais dans beaucoup d'autres endroits, et c'est le cas à Bordeaux en tout cas, ce sont les sciences de l'éducation qui ont pris la main sur la pré-professionnalisation des étudiants, et essentiellement, ils les forment aux sciences de l'éducation. D'accord. Et pas à Très bien. l'astronomie, pas aux sciences. Voilà. Merci. Question suivante. Pourquoi centrer l'enseignement sur les mouvements Terre, Soleil, Lune et pas sur la position de la Terre dans l'univers plus généralement, système solaire, galaxies et autres? Ah, parce que, alors, les deux, il faut faire les deux, hein, on est bien d'accord. Simplement là, si vous voulez, ce que je vous ai présenté, c'est des choses qu'on fait en termes de, enfin, sur lesquelles on mobilise une compréhension de phénomènes. La présentation de la Terre dans le système solaire, des planètes, etc., se fait d'une façon générale beaucoup plus frontale, puisque là, on exprime, on expose des connaissances. Alors que là, ce qu'on a cherché à faire, c'est ce que disait Laurence Viennot, c'est une recherche sur la compréhension des phénomènes. Donc, on fait les deux, bien sûr, mais le choix qui a été fait là est lié à un choix de mise en place de démarches d'investigation, pour faire court. La fiction peut être également extrêmement utile pour aider les étudiants à prendre conscience de notre place dans l'univers. Ça m'est arrivé de le faire, mais si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez regarder ce que fait Roland Lehoucq, par exemple. Enfin, voilà, il fait de très jolies choses là-dessus. Il y a encore quelques questions, une assez précise. Qu'englobez-vous dans le terme équivalence géométrique? C'est des difficultés techniques. C'est-à-dire comprendre qu'une description d'un mouvement est équivalente à une autre. Par exemple, je vais reprendre le dessin. Voilà. Donc, si je fixe le soleil pour expliquer le phénomène de saison, il va falloir au moins l'existence de saisons différentes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, il va falloir que j'incline mon axe de rotation de la Terre, si tant est que j'ai un axe de rotation encore, ça dépend de ce que je fixe comme référentiel. Mais faire ça revient, c'est une autre façon de dire, si je garde mon axe fixe, ça revient à dire que j'incline le soleil. Et donc, on peut construire différents modèles au départ qui sont autant de façons de comprendre les choses. Et en fait, ces deux modèles sont d'une autre façon le choix à chaque fois d'un référentiel différent, où je prends comme référentiel le soleil, ou je prends la Terre comme référentiel. Et donc montrer que il n'est pas simple, et en fait on n'y arrive pas forcément, c'est le principe de relativité. On peut en éliminer certains modèles, mais on va se retrouver avec des modèles équivalents, puisqu'en fait ce sont juste des choix de points de vue différents. Et donc l'idée c'est ça, c'est de montrer que ces modèles sont en fait des choix de référentiel. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été claire. Emmanuel, je t'ai vu faire des signes, tu avais quelque chose à dire, une info ou... Non, effectivement, je voulais poser une question si je peux. Bah oui, bien sûr. Enfin, déjà, c'est effectivement un sujet passionnant. Il y a quelqu'un qui disait que dans les années 70, on enseignait ces notions-là au lycée. En fait, au lycée, il y a encore les notions quand même de mouvement relatif. Hein.
Et on sait que ces difficultés-là que vous mentionnez pour les professeurs des écoles, on les retrouve à tous les âges. On peut faire les mêmes questionnaires à tous les âges, on retrouve les mêmes difficultés. Après, en fait, j'avais une interrogation. Le fait que la BD ou l'équivalent de Kepler avec l'image ne fonctionne pas seul, est-ce que ça revient, et je crois que vous l'avez presque dit, que ça revient à ce que disait Laurence, c'est-à-dire que la Ah, j'entends plus rien surprise... là. Ah, vous m'entendez pas? Allô? Là, ça y Il est, y a il y a une coupure. Ok. Donc la surprise et le fait sympathique de voir des belles images ou de voir une BD, etc., n'est pas suffisant. Et il faut la contrainte de la science. Hein, c'est ça, ce travail-là sur l'équivalence géométrique. Il y a besoin de ça pour que une personne puisse vraiment aller jusqu'au bout de l'apprentissage. Donc ça, vous avez l'air de dire que c'est OK. Et la question, c'est sûr qu'on n'a plus beaucoup de temps en sciences, mais finalement, moi, ce que je vois dans votre séquence, il y a une partie qui pourrait être de lecture de la bande dessinée, qui pourrait potentiellement faire l'objet du travail en français. Et après, il y a une partie qui est l'équivalence géométrique, où en fait, on dessine des cercles, par exemple, on dessine des cercles par rapport à d'autres objets. Ça pourrait être un travail mathématique. Est-ce que la solution, c'est pas que nous, on fasse vraiment de la polyvalence et qu'on considère qu'en fait, tout n'est pas à faire en sciences pures? Voilà. Le problème, alors oui, évidemment. Enfin, de toute façon, faire des sciences, en tout cas à l'école primaire, c'est nécessairement travailler la maîtrise de la langue et travailler en mathématiques. Et j'ai envie de dire, c'est plus travailler en maîtrise de la langue qu'en mathématiques d'ailleurs. C'est souvent plus en maîtrise de la langue, en communication, en argumentation que ça se joue. Donc évidemment qu'il y a une vraie polyvalence. Après, les difficultés sont de différents ordres, j'ai envie de dire. La première chose, c'est comment travailler ensemble avec les collègues de mathématiques et de français. Là, ça nécessite un travail collectif, ça nécessite une réflexion collective dont, très clairement, pour le moment, on n'a pas le temps de la mener. Puis ça nécessite de la part de chacun une volonté de travailler ensemble. Ce qui n'est pas toujours évident, à l'air de rien. C'est chacun dans son coin, chacun maîtrise ce qu'il fait. Et lorsqu'on travaille ensemble, il faut trouver des collègues avec qui le faire. Alors ça, c'est en train de se passer, hein. Mais malgré tout, ça reste limité. Alors après, je pense que ça dépend des INSPE et surtout, je pense que ça dépend des relations qu'on a avec les différents collègues. Mais vous voyez, si une formation est tributaire de ces éléments-là, le risque est fort qu'il ne se passe pas grand-chose. Et là, moi, j'ai pas de solution par rapport à ça. Et par ailleurs, ce travail sur l'équivalent géométrique, des professeurs de mathématiques peuvent le faire, oui, mais encore faut-il qu'ils aient compris l'esprit de la démarche. Et là, ça veut dire nous, il faut être lucide, hein, nos collègues de mathématiques, je leur pose des questions, ils ont les mêmes réponses qu'un étudiant. Hein. Donc ça veut dire aussi un travail de formation, de co-formation des collègues les uns avec les autres. Et la question se pose du temps. Sur quel temps est-ce qu'on fait ça? On a des grosses INSPE, une INSPE de Bordeaux est grande, pas énorme, mais je pense à des INSPE comme Versailles où il y a X collègues. Comment vous faites pour mettre tout le monde d'accord? Enfin, c'est des questions pratiques, très pragmatiques. Dans les faits, évidemment qu'on travaille en français et en mathématiques. Et je ne vous cache pas que pour essayer de récupérer un petit peu d'heures, c'est ce qu'on va faire. On va proposer aux collègues de français et de mathématiques de dire, mais nous, on peut prendre ça en charge. Parce que vous voyez, dans le cadre de ce travail-là, voilà ce qu'on travaille en français ou en mathématiques. Mais il faut une cohérence d'ensemble. Cette séquence, elle ne peut pas être découpée en petits morceaux. Donc, ou l'un accepte de donner des heures à l'autre, ou réciproquement. Mais c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. D'accord, merci. Je pense que ça montre vraiment clairement la force de l'astronomie pour amener à ces questions effectivement interdisciplinaires, mais qui doivent effectivement avoir un cadre. Nous, juste dans notre académie à Versailles, on essaye de militer pour rajouter des heures de polyvalence, ou justement, un peu comme les épis dont parlait quelqu'un là dans le chat, qui permet justement que les collègues travaillent ensemble. C'est peut-être une solution de militer pour ces heures de polyvalence. À voir. Et il faut voir que quand je vais repasser sur la maquette, hein, 32 heures, 11 heures pour tous les étudiants, ça veut dire 11 heures de biologie et 11 heures de techno. Hein.
Vous imaginez la souffrance de l'ensemble des formateurs par rapport à ça. Et effectivement, le travail collectif est la seule solution qu'il nous reste. Mais même comme ça va être extrêmement difficile. Et par rapport à l'astronomie, oui, effectivement, il y a tous, enfin, l'astronomie permet de faire plein de choses, mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est l'intérêt, l'immense intérêt des élèves pour ces questions. Les élèves se passionnent de façon immédiate. À partir du moment où on leur parle d'astronomie, ils sont à fond, les élèves. Et le problème, c'est que la plupart du temps, les enseignants freinent des cas de fer parce qu'ils se sentent complètement en insécurité par rapport à ces questions. Et avec Internet aujourd'hui, les élèves arrivent à trouver des tas de choses, des tas d'informations. Et la difficulté pour les enseignants, c'est de remettre les choses en... Vous voyez, de coller les morceaux ensemble et de faire avancer la classe. Et là, c'est très facile de perdre pied en astronomie quand on ne maîtrise pas les bases. Et le problème, il est là, c'est qu'on a du mal à avoir assez de temps pour donner les bases aux enseignants. Donc il y a une frustration des deux côtés en fait. Il y a une frustration du côté des enseignants et il y a une frustration du côté des élèves.